Et voici la vidéo règle de 6 pieds sous terre, un petit jeu d'enchères et de gestion pour 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Régis Moranzoni et Thomas Hubert, édité par Échecs et Pattes. Au niveau du matériel, on va trouver 5 cartes spéciales choix secrets qui ont un côté cimetière et l'autre côté un marché. Chaque joueur va en recevoir une qu'il pourra placer devant lui en début de partie. Les autres seront remises dans la boîte. Chaque joueur va aussi recevoir une carte aide de jeu qui précise un petit peu comment se déroulent les tours. Ensuite, nous avons des cartes stèles qui vont de 1 jusqu'à 16. Pour l'instant, on les laisse ici, on va voir comment on les met en place plus tard. Nous avons 3 cartes morgue. Sur ces cartes, il y a des chiffres allant de 2 à 4. Il n'y a que 3 cartes morgue. Ensuite, nous avons des cartes défunts. Dans les cartes défunts, nous allons trouver des danseuses qui se présentent comme ceci. On va trouver des hors-la-loi, on va trouver des Mexicains et on va trouver des shérifs. Ces cartes vont être bien mélangées et placées au milieu de la table. Ensuite, nous avons un paquet de cartes objets. Dans ces cartes, vous allez trouver du maquillage, on va trouver des dorures, on va trouver des couronnes de fleurs et on va trouver du bois. Il n'y a que ces 4 types de cartes. Ce paquet sera aussi bien mélangé. Et enfin, nous avons des coupures allant de 1 à 20 $. Alors, il est à noter qu'il existe une extension commis et pestiférée et qui vont concerner quelques cartes en plus. Nous avons 3 cartes défunts spéciales qui sont des cartes pestiférées. Nous avons 3 cartes de personnages, le sournois, l'embaumeur et l'arnaqueur. Nous avons aussi 4 cartes objets spéciaux qui sont l'étoile de shérif, le foulard, le sombrero et le boa. Ces cartes ne seront pas utilisées dans la version de base du jeu, donc vous pouvez les retirer pour jouer au jeu normalement. On pourra les ajouter si on souhaite jouer avec l'extension. Ensuite, il vous faudra un petit peu de place car il faudra que vous installiez le cimetière au milieu de la table. On va effectivement disposer des stèles en fonction du nombre de joueurs. À 3 joueurs, vous utiliserez seulement 12 stèles que vous placerez comme ceci. À 4 joueurs, vous utiliserez 14 stèles que vous disposerez comme ceci. Et à 5 joueurs, vous utiliserez les 16 stèles que vous disposerez comme cela. Ensuite, vous allez prendre le paquet de cartes objets que vous allez bien mélanger, et après l'avoir bien mélangé, vous allez distribuer 5 objets à chaque joueur. Donc chacun va se retrouver avec 5 cartes face cachée devant lui. Les autres cartes vont nous servir à constituer le marché. Quel que soit le nombre de joueurs, la première ligne du marché sera composée de 5 cartes avec 3 cartes objets face visible et 2 cartes face cachée. La deuxième ligne sera constituée de 3 cartes visibles et 1 carte face cachée. Et les autres lignes vont être constituées de 3 cartes face visible. Il faudra autant de lots, en fait chaque ligne constitue un lot, que de joueurs. Donc si vous jouez à 3, vous placerez le marché comme ceci. Si vous jouez à 4, vous rajouterez une ligne supplémentaire de 3. En fait, toutes les autres lignes auront 3 cartes. Si vous jouez à 5, il y aura donc 3 lignes de 3 cartes face visible en dessous des 2 premières lignes. Chaque joueur va ensuite recevoir 30 $ de la banque, il pourra placer devant lui, et il ne faudra pas oublier aussi de donner une feuille, alors qui n'est pas fournie dans le jeu, à chaque joueur pour pouvoir noter en fait des informations secrètes. Et donc le mieux est que chacun reçoive une feuille et un stylo, c'est mieux que chaque joueur ait un stylo aussi. Vous allez ensuite pouvoir constituer la morgue en mélangeant bien les 3 cartes morgue ainsi que les cartes défunts, et vous allez laisser de la place à côté des cartes défunts pour pouvoir présenter les défunts qu'il y aura dans le jeu. Quel est le but du jeu? Eh bien vous l'avez compris, en fait 6 pieds sous terre est un petit jeu assez politiquement incorrect puisque nous sommes dans une petite ville du Far West et vous incarnez des entrepreneurs de pompes funèbres, des croque-morts qui vont devoir enterrer le maximum de défunts et surtout gagner le plus d'argent sur les enterrements que vous allez réaliser. Alors, le jeu va se dérouler en plusieurs manches, et lors de chacune des manches, il y aura 7 phases à réaliser. La présentation des défunts à la morgue, le choix secret cimetière-marché, la négociation entre croque-morts, la phase de la banque, la phase de l'offre de prix et d'attribution du défunt, la phase de l'enterrement en 6e et en 7e, la réduction du délai d'enterrement. On commence donc par la phase 1, la présentation des défunts à la morgue. Alors le premier joueur, qui est déterminé au hasard, va récupérer les 3 cartes morgue, il va bien les mélanger, on fera ça à chaque début de manche, et ensuite il va tirer une carte au hasard qui va lui indiquer combien de défunts il va devoir présenter. Donc là par exemple 4 défunts,
Il va devoir donc tirer les 4 premières cartes du paquet de cartes défunts et les placer à côté pour présenter les défunts à tout le monde. Alors les cartes défunts se présentent comme ceci avec 3 petits cercles avec des chiffres parfois de marqués dedans. Vous allez toujours placer en direction des joueurs la face, enfin le côté de la carte où il y a le plus gros chiffre présent. Donc là par exemple pour Emmett, c'est un 2 qui est ici, on va donc placer la carte comme ceci. Lulu, elle a un chiffre 1, donc on la laisse dans ce sens-là. Sam, il a un chiffre 2 de ce côté-là, on va donc le placer comme ça. Et enfin, Emilio, avec son chiffre 1, on le laisse comme ceci. Donc les cartes sont placées comme ça. Ce chiffre indiquant dans combien de tours au maximum il faudra avoir enterré ces personnages avant qu'il ne soit trop tard. Vous imaginez ce que vous voulez. Alors, sur ces cartes de personnages défunts, il y a aussi 4 symboles correspondant aux 4 types d'objets que l'on va trouver dans les cartes objets. Il y a toujours les couronnes de fleurs, le maquillage, le bois et les dorures. Le chiffre qui est marqué correspond au nombre de cartes qu'il faudra de chaque type pour avoir le droit d'enterrer ce personnage. Donc là, pour avoir le droit d'enterrer Emmett, on n'a pas besoin de couronne de fleurs, par contre il nous faudra une carte maquillage, 2 cartes bois et 2 cartes dorure. En plus de ça, pour avoir le droit d'enterrer un personnage, il nous faudra évidemment une stèle dans le cimetière. Donc les joueurs vont devoir à la fois acquérir des objets dans le marché et acquérir des stèles dans le cimetière. Alors justement, la phase 2 concerne ceci, soit se rendre au marché pour acquérir des lots de cartes qu'il y a au marché, soit aller au cimetière pour acquérir une stèle. Donc chaque joueur a reçu en début de partie une carte choix secret recto verso avec le marché d'un côté, le cimetière de l'autre. Chacun lors de cette deuxième phase va donc choisir s'il souhaite aller au cimetière ou au marché. Ce choix va se faire secrètement, effectivement, il va choisir en fait où c'est qu'il souhaite se rendre. Imaginons que j'ai envie de me rendre au marché. Je place ma main dessus pour que personne ne voie, et je la place sur la table, et j'attends que tout le monde ait placé ainsi sa carte sur la table face cachée. Une fois que tout le monde l'a fait, hop, on va révéler qui se rend au marché et qui se rend au cimetière. Alors d'abord on va s'occuper du cimetière. Tous les joueurs qui ont joué la carte choix secret cimetière se rendent au cimetière pour acheter une stèle. Alors imaginons dans mon exemple à 4 joueurs qu'il y en ait 3 qui aient décidé d'aller au cimetière, eh bien il va y avoir un tour d'enchère pour acquérir une stèle. Alors, c'est le premier joueur, s'il va au cimetière, ou le joueur suivant dans le sens des aiguilles du montre qui va au cimetière, qui commence l'enchère. Donc, imaginons que ce soit ce joueur-là qui était le premier joueur, il a choisi cimetière, c'est donc lui qui débute l'enchère. Il choisit en fait une des stèles, par exemple, il peut dire, bon, allez, j'ai envie d'acquérir la stèle numéro 8, et il doit proposer une enchère d'au minimum 4 $. On ne peut pas proposer moins. Donc imaginons qu'ils disent, je propose la stèle numéro 8 pour 4 $. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, les joueurs vont pouvoir enchérir sur cette stèle, ou bien se retirer de l'enchère. Donc le joueur suivant pourrait dire, allez, moi je l'achète pour 5 $ parce que je trouve qu'elle est bien placée. Nous verrons tout à l'heure à quoi ça sert les emplacements. Le joueur suivant dit, bah, moi je laisse tomber. Le premier joueur dit, bah, c'est bon, je laisse tomber pour 5 $. Effectivement, en général, les enchères ne montent pas très haut, surtout en début de partie. Donc il paye ses 5 $ à la banque, on lui rend la monnaie évidemment, et il va récupérer tout simplement la carte stèle qu'il va pouvoir placer face cachée à côté, sur son jeu en fait, de façon à ce que les joueurs ne se rappellent plus forcément au fur et à mesure de la partie quel est le chiffre qu'il a récupéré. Attention, lors d'un tour de choix secret, on ne peut récupérer qu'une seule stèle. Donc ce joueur-là, une fois qu'il a récupéré sa stèle, ne peut plus participer à la suite des enchères. Donc on reprend les enchères. Comme le premier joueur n'avait pas récupéré de stèle, c'est à nouveau lui qui choisit une carte. Imaginons qu'il propose d'acquérir la stèle numéro 7. Il dit « je propose 4 $. Le joueur suivant dit « bon allez c'est bon, je te la laisse pour 4 $, j'ai pas envie de monter à 5 ». Il paye donc ses 4 $ et récupère la carte stèle numéro 7 qu'il met face cachée. Il ne reste plus qu'un seul joueur qui n'a pas encore enchéri. Celui-ci peut donc payer 4 $ pour acquérir la stèle de son choix.
Une fois les actions du cimetière réalisées, on passe au marché. Tous les joueurs qui ont joué une carte marché de choix secret vont pouvoir acquérir un lot de la même façon qu'on acquiert les cartes stèles. Donc les lots, c'est le premier lot de 5 cartes, le deuxième lot de 4 cartes dont une est cachée, et les deux autres lots qui sont constitués de 3 cartes. Donc s'il y a plusieurs joueurs, pareil, le premier dans l'ordre du tour va choisir un lot et il propose aussi un minimum de 4 $ pour pouvoir acquérir ce lot. Évidemment, si on décide d'acquérir par exemple le premier lot, il y a 2 cartes face cachées, on ne sait donc pas quels objets sont cachés à cet endroit-là. Donc imaginons qu'il y ait 3 joueurs, le premier dit eh ben, j'achète le premier lot pour 4 $, le suivant monte en disant allez moi je l'achète pour 6 $ parce qu'il y a quand même 5 cartes, le suivant laisse tomber, voilà, toujours pareil, on continue à tourner les enchères, celui qui l'emporte paye à la banque et récupère la totalité des cartes qu'il va pouvoir ajouter aux cartes objets qu'il a déjà reçues éventuellement en début de partie. Alors, dans mon exemple, comme 3 joueurs sont allés au cimetière et qu'un seul se retrouve au marché, eh bien celui-ci paye 4 $ pour acquérir l'ensemble de son choix. Imaginons qu'en fonction des cartes qu'il ait déjà en main, il choisisse de prendre celle-ci, hop, il récupère ses 5 cartes, il paye ses 4 $ à la banque, et immédiatement, on va remplacer en fait les cartes, lorsque tout le monde s'est servi, normalement, on va remplacer les cartes qui ont été prises. Donc là, par exemple, on va rajouter 3 nouvelles cartes face visible et 2 cartes face cachée. Évidemment, s'il y avait eu plusieurs joueurs qui se rendaient au marché, on aurait attendu que tout le monde se serve avant de re-remplir le marché à la fin du tour. On passe donc à la phase 3, qui est la phase de négociation entre les croque-morts. Effectivement, chaque joueur va avoir le droit d'échanger des cartes objets, éventuellement des cartes stèles et des $. Donc on peut parler en fait avec tout le monde et dire ben moi j'ai envie d'avoir une couronne de fleurs, est-ce que quelqu'un en a une à vendre? J'en ai 2, je te l'échange contre une carte stèle, enfin voilà, tout est possible, ou je te l'achète pour tant de $, voilà. Donc peut se faire des échanges autant qu'on veut en fait pour acquérir des objets et des stèles aux autres joueurs. Ensuite, on va passer à la phase 4, qui est la phase de vente à la banque. Effectivement, lors de cette phase, les joueurs vont avoir le droit de vendre les objets qu'ils ont en main à la banque, et on les placera dans la défausse des cartes objets. Donc ça ne sert pas à grand chose en cours de jeu, en fin de jeu c'est sympa pour gagner de l'argent, et sinon en cours de jeu vous n'avez pas le droit à la fin de cette phase d'avoir plus de 12 cartes objets en main. Si jamais vous avez plus de 12 cartes, c'est donc à ce moment-là qu'il faudra les défausser pour recevoir 1 $ par carte défaussée de la banque. Ensuite, on va passer à la phase 5, qui va être la phase en fait d'attribution des défunts aux joueurs. Alors pour ceci, les joueurs qui le souhaitent et qui le peuvent vont pouvoir noter sur la petite feuille qu'on leur a placée en début de partie, ils vont noter secrètement le nom du défunt qu'ils souhaitent enterrer, en proposant un prix pour son enterrement. Alors attention, pour avoir le droit de faire une offre sur un défunt, il faut absolument avoir les objets nécessaires à son enterrement, car il faudra les défausser immédiatement si le défunt vous est attribué. Donc là, si je souhaite enchérir sur émettre, en fait, il me faudra forcément un maquillage, 2 bois et 2 cartes dorure dans les mains, sinon je n'ai même pas le droit de faire une proposition. Donc sur ma feuille, je vais noter le nom du défunt que je souhaite enterrer, donc imaginons que j'ai les bonnes cartes, je marque émettre, et je vais marquer le prix que je propose. Effectivement, sur chaque carte, il y a 2 prix en fait de noter, le prix minimum et le prix maximum. Je vais donc devoir faire une proposition pour ce personnage situé entre 10 $ et 14 $. C'est l'argent que je recevrai de la famille pour enterrer ce défunt. Donc voilà, et c'est celui évidemment des joueurs qui va proposer le plus petit prix qui sera choisi en priorité. Donc là, si je pense être le seul à acquérir émettre, eh bien je vais proposer 10 $. Si par contre, je vais proposer 14 $. Si par contre je pense qu'on est plusieurs, je vais peut-être devoir baisser un petit peu ce que je demande à la famille afin d'être sélectionné. Alors, en revanche, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir déjà de cartes stèles pour acquérir le défunt. Vous pouvez tout à fait faire une enchère si vous n'avez pas les stèles. Par contre, il vous faut absolument les objets. Donc, on peut même réaliser plusieurs offres, en fait. Donc, je peux faire une offre pour Emmett et une offre pour Lulu, mais à condition d'avoir la totalité des cartes correspondant aux 2 défunts, car si les 2 me sont attribués, il faudra que je paye l'intégralité des cartes demandées. Alors, lorsque les joueurs qui le souhaitent ont fait leur offre face cachée, on révèle tous en même temps. Donc là, pour Emmett, j'ai proposé 13 $, car j'avais peur de ne pas être le seul à le proposer, et donc j'ai pas proposé le maximum, 14 $.
J'ai de la chance, je suis le seul à l'avoir proposé. Je vais donc payer immédiatement ce qui est demandé sur Emmet, un maquillage de dorure et de bois. Un maquillage de bois de dorure, hop, que je vais défausser immédiatement, là dans la défausse des cartes objets à côté de la pioche, et je vais recevoir le personnage Emmet, que je vais laisser dans cette configuration-là, donc avec le 2 en face de moi. Puis les autres cartes vont être distribuées de la même manière si des joueurs ont fait des offres. Imaginons qu'il y en ait deux qui aient proposé Lulu, et bien c'est celui qui a proposé le moins cher qui reçoit la carte et qui doit payer les cartes objets. L'autre ne paye rien, par contre il ne reçoit pas de carte défunt. Si jamais les deux joueurs ont proposé le même tarif pour l'enterrement, eh bien, à ce moment-là, ni l'un ni... Enfin, c'est celui, qui aura le plus de cartes stèles devant lui qui aura le droit de prendre la carte personnage. Si jamais ils ont le même nombre de stèles, eh bien, ce n'est accordé ni à l'un ni à l'autre, et si quelqu'un d'autre a fait une offre supérieure, eh bien, c'est lui qui aura le droit de prendre la carte de personnage. Ensuite, on passe à la phase 6, qui est la phase de l'enterrement. Tous les joueurs qui ont un personnage à enterrer et qui ont une stèle pour pouvoir enterrer ce personnage peuvent participer à l'enterrement. Ceux qui ont des personnages et qui n'ont pas de stèle ne peuvent évidemment pas le faire. Et ceux qui n'ont pas de personnage, évidemment, n'ont personne à enterrer non plus. Alors, ceux qui le font vont tout simplement retourner une de leurs cartes, enfin choisir une des cartes éventuellement s'ils en ont plusieurs stèles devant eux, et ils vont enterrer le personnage à l'emplacement indiqué. Donc là, par exemple, emplacement 8, le joueur va pouvoir placer sa carte sur l'emplacement correspondant, et il va recevoir de la banque ce qu'il avait proposé comme enchère par rapport à ce personnage au moment où il l'a récupéré. Donc on va reprendre son papier. Il avait proposé 13 $ pour l'enterrement lorsqu'il a récupéré la carte Emmet. Eh bien, là, on va immédiatement lui donner 13 € de la banque. Alors, par rapport à la notation, rayez en fait les personnages lorsqu'ils vous sont réglés, lorsque vous les enterrez, et vous les rayez aussi lorsque vous n'avez pas remporté une enchère, lorsque vous récupérez les personnages, de façon à ne pas vous tromper, et que seuls les personnages qui ne sont pas encore enterrés restent visibles sur votre feuille. Une fois le personnage enterré, vous allez tout simplement défausser la carte stèle correspondante. Hop, on va les placer dans une pile de défausse à côté du jeu. Alors attention, lors de l'enterrement, vous pouvez avoir un bonus en argent si vous arrivez à enterrer un personnage à côté d'un personnage identique. Alors à côté, comme ceci, en ligne droite et non pas en diagonale. En diagonale, ça ne marche pas. Si par contre j'arrive à enterrer un personnage identique par rapport à un autre, je gagne 10 $ de la banque en plus de ce que j'ai proposé comme enchère. Si jamais, par exemple, il y avait déjà un personnage ici et que j'en pose un là, il touche deux personnages identiques, je gagne donc 20 $ de la banque. Et donc, c'est quand même des bonus très intéressants à tenter de récupérer. Une fois les éventuels enterrements réalisés, on passe à la dernière phase, la phase 7, qui est celle de la réduction du délai d'enterrement. On va alors pivoter les personnages qui se trouvent à la morgue et ceux qui se trouvent encore devant les joueurs de façon à montrer le chiffre inférieur. Donc là par exemple, Sam était en 2, eh bien on va le passer en 1. Emilio était en 1, on le passe en 0, et donc si un personnage arrive à 0, il va être immédiatement défaussé, donc on le replace sous la pile des défunts. Et c'est la même chose chez les joueurs, voilà pourquoi il va falloir tenter de récupérer des personnages qui mettent plusieurs tours avant de disparaître, car là par exemple, Lulu, hop, on la passe à 0, elle disparaît donc, et donc tout ce que j'ai payé pour pouvoir acquérir cette carte en carte objet, eh bien malheureusement ça n'aura servi à rien puisque j'ai perdu mon personnage. Il faut donc bien anticiper d'avoir acheté une stèle avant de récupérer un personnage, ou sinon de prendre un personnage qui va mettre un certain temps avant de disparaître comme ceci. Le tour est maintenant terminé, on passe donc au tour suivant. Attention, le premier joueur change dans le sens des aiguilles d'une montre. Si c'est ce joueur-là qui a été premier joueur, eh bien c'est celui-ci qui est à présent premier joueur. Il récupère donc toutes les cartes morgue qu'il va bien mélanger comme en début de partie avant de tirer une nouvelle carte qui va indiquer à nouveau combien de défunts on va présenter. Donc imaginons par exemple qu'il tire la carte 3.
Eh bien, s'il tire la carte 3 et qu'il y a encore un personnage qui se trouve ici dans la morgue, on va juste compléter. Effectivement, on ne va pas ajouter en fait de personnage en plus que le chiffre présent sur la morgue. Donc là, on va rajouter seulement 2 personnages. Ah, Pedro, il mettra 3 tours à disparaître, on le place sur la zone 3. Et Luis, il mettra que 2 tours à disparaître. Hop, c'est bon, j'ai complété ma morgue avec le chiffre marqué ici, et c'est reparti pour un tour. Attention, si on tire une carte morgue qui présente un nombre de défunts inférieur ou égal au nombre de défunts déjà présents dans la morgue, eh bien on n'en ajoute pas. Donc là, par exemple, s'il y avait 3 personnages, que je tire cette carte morgue qui présente 2 personnages, eh bien je n'en ajoute pas, on va continuer à jouer avec cela. On continue alors le tour normalement, avec le choix secret, le cimetière ou le marché. Une fois que chacun a choisi secrètement, on résout d'abord l'achat des stèles au cimetière avant de résoudre le marché par le système d'enchères. Ensuite, la négociation entre les croque-morts pour s'acheter des cartes ou des stèles. La phase de la banque pour vendre des cartes à la banque à raison de 1 $ par carte que l'on offre à la banque. La phase d'offre de prix et d'attribution du défunt, toujours face cachée, la phase de l'enterrement et la phase de réduction du délai d'enterrement. Alors attention, il y a un nombre de stèles maximum que les joueurs peuvent avoir devant eux. Effectivement, ils sont limités à 2 stèles, donc ils peuvent acheter une deuxième stèle lors d'un autre tour. Alors je vous rappelle que par tour, par contre, on ne peut acheter qu'une seule stèle. Mais si un joueur a déjà 2 stèles devant lui, il ne pourra pas se rendre au cimetière pour acheter une stèle supplémentaire tant qu'il n'aura pas procédé à un enterrement. Le jeu va ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où on achète la dernière stèle du cimetière lors d'une phase d'enchère. Imaginons qu'on soit sur la phase d'enchère, que 3 joueurs se soient rendus au cimetière et donc que le premier fasse une enchère, qu'un joueur la remporte et décide de prendre cette stèle-là, qu'un autre joueur propose la dernière stèle et qu'hop, elle soit vendue. Comme il n'y a plus de stèle au cimetière, ça veut dire que le tour en cours va se terminer à la fin de la dernière phase. Donc on va continuer quand même à jouer jusqu'à la phase d'enterrement, où peut-être qu'éventuellement des joueurs vont réussir à enterrer un personnage de plus, ou remplir tout le cimetière, et dès la phase d'enterrement terminée, eh bien le jeu prendra fin. À ce moment-là, on comptera tout simplement tout l'argent que les joueurs ont en liquidité devant eux, et celui qui est le plus riche l'emportera. Alors attention, toutes les cartes stèles, les cartes objets que les joueurs auront acquis lors du dernier tour ne serviront à rien. Il faut donc se dépêcher d'enterrer les personnages lors de la dernière manche. Dans le cas où il y aurait des égalités, c'est assez rare entre les joueurs par rapport à l'argent, c'est le joueur qui aura enterré le plus de défunts pendant la partie qui l'emportera. Alors en général, c'est souvent celui qui a enterré le plus de défunts qui a le plus d'argent, mais pas toujours à cause des systèmes d'enchères qu'il y a dans le jeu. Alors, que va-t-on trouver dans l'extension commis et pestiféré? Eh bien justement, des commis, il y a donc 3 cartes spéciales commis qui sont recto-verso en présentant la même chose. Ceux-ci seront disposés face visible à côté du jeu avant de débuter la partie. Nous avons 3 cartes défunts spéciales qui vont être mélangées dans la pile des défunts, et 4 cartes objets spéciaux qui seront mélangées dans la pile des objets. Lorsqu'on va jouer avec l'extension, il va y avoir une première phase avant la présentation des défunts à la morgue qui sera l'offre pour l'emploi des 3 commis. Donc en fait les 3 commis sont toujours mis sur la table à ce moment-là, même si des joueurs les avaient déjà achetés au tour d'avant, ils vont devoir les reposer et les reproposer à la vente. Là, les joueurs vont noter secrètement sur leur feuille, s'ils le souhaitent, le nom du commis qu'ils souhaitent embaucher, et ils vont proposer un prix qui peut être n'importe quel prix. Ce sera le joueur qui a proposé l'enchère la plus basse qui récupérera le personnage. En cas d'égalité sur l'offre pour un personnage, c'est le joueur qui a le moins d'argent à ce moment-là qui récupérera le personnage. Si jamais il y a encore une égalité à ce niveau-là, eh bien le commis ne sera pas attribué pour ce tour. Alors, le joueur qui a récupéré l'arnaqueur va avoir un bonus qui se déroulera à la phase de vente à la banque. Nous avons vu que normalement la banque rachète les objets pour 1 $, et bien grâce à l'arnaqueur, ce joueur-là pourra les vendre 3 $ la carte. Il pourra aussi vendre des cartes stèles éventuellement pour 6 € la carte stèle vendue. À ce moment-là, la carte stèle retournera dans le cimetière à l'endroit où elle a été prise. Pour celui qui aura récupéré le sournois, 2 avantages. Le premier est d'avoir plus de 12 cartes en main. Effectivement, normalement on est limité à 12 et on est obligé de vendre celles qu'on a en plus de 12 à la banque à raison d'1 $ par carte.
Eh bien là, on pourra en avoir plus. Et le deuxième avantage est d'avoir le droit, avant le choix secret d'aller au cimetière ou d'aller au marché, de regarder les 3 cartes qui sont face cachée ici. Donc en fonction de ce qu'il a vu, il pourra ensuite choisir s'il décide de se rendre au marché ou s'il décide de se rendre au cimetière. Enfin, l'embaumeur va permettre au joueur qui l'aura récupéré d'augmenter ou de réduire de 1 la durée d'enterrement d'un défunt, alors qu'il se trouve à la morgue ou devant soi ou devant un adversaire. Donc vous pourrez par exemple faire baisser la durée d'enterrement d'un personnage chez un adversaire, s'il est déjà à 1, le faire passer à 0 par exemple pour le défausser, ou bien vous-même augmenter la durée d'enterrement d'un de vos personnages afin de pouvoir le garder plus longtemps devant vous avant de l'enterrer. Ensuite, nous avons les objets fétiches, les 4 objets qui ont été ajoutés à la pioche des objets, donc qu'on pourra acquérir au marché comme si c'était une carte normale, vont permettre de gagner plus d'argent si vous enterrez avec le personnage concerné l'objet qui est fétiche avec lui. Donc nous avons donc une étoile de shérif qui rapportera 5 $ au moment où vous enterrez un shérif. Si vous arrivez à donner en fait l'étoile de shérif, vous gagnerez 5 $ en plus. De la même façon, le foulard pour les hors-la-loi, le sombrero pour les Mexicains et le boa pour les danseuses. Au moment où vous allez réaliser l'enterrement, donc par exemple j'enterre cette danseuse, donc déjà je gagne plus 10 car elle est à côté d'une autre danseuse, encore plus 10 car elle est encore à côté d'une autre danseuse, plus 5 parce que j'ai la carte boa en main, que je vais défausser immédiatement dans la pile des cartes objets. Effectivement, lorsqu'on remélangera la pioche, si on arrive au bout, eh bien le boa pourra revenir et être réutilisé en fait pour une autre danseuse. Enfin, nous avons 3 cartes pestiférées qui seront mélangées dans les cartes défunts. Lorsqu'ils vont apparaître, on les placera sur 3. Et lors de la phase où on fait une proposition pour récupérer les défunts, on pourra marquer pestiféré sur sa feuille si on souhaite récupérer ce personnage en proposant une enchère. Là par contre ça va être une enchère que l'on va devoir payer en argent. Donc on marque pestiféré et à côté on indique combien on est prêt à payer pour acquérir cette carte de la même façon qu'on acquiert les commis en début de tour. Le joueur qui a alors proposé le plus d'argent pour l'acquérir va payer à la banque, il va récupérer ce personnage comme si c'était un défunt classique, et lors de la phase d'enterrement, il pourra enterrer sur une stèle le personnage pestiféré pour gagner des sous en fonction des personnages qui se trouvent à côté, en ligne droite ou en diagonale, et c'est marqué dessus, ça permettra de gagner 2 $ par carte qui se trouve à côté. Alors attention, ces 2 $ par défunt placés à côté vont être payés par les joueurs qui ont enterré ces défunts. Donc si par exemple un joueur a enterré Stan, Emmett et Alberto, et que je place le pestiféré ici, eh bien ce joueur-là va devoir me payer 6 $, c'est lui qui va me donner l'argent. Si ce personnage m'appartient à moi qui ai posé le pestiféré, il ne se passera rien, je ne gagne pas de $ de la banque et je n'ai rien à payer. Et imaginons que celui-ci appartienne encore à un autre joueur, celui-ci va devoir me donner 2 $. Alors attention, ce pouvoir sera aussi actif sur les places vides, c'est-à-dire que si je place mon pestiféré ici, je vais recevoir l'argent pour les cartes qui sont déjà placées autour au moment où je le pose, mais ensuite dans la partie ici, un autre joueur place un personnage à côté du pestiféré, il devra immédiatement me donner 2 $. Si un autre remplit le dernier endroit, ben c'est pareil, il devra me payer aussi 2 $. Le problème, c'est si c'est moi-même qui pose un personnage à côté d'une de mes propres cartes pestiférées, eh bien je vais devoir payer 2 $ à la banque. Donc attention, ça va donc pestiférer un peu tous les emplacements qui sont autour de la carte que l'on pose, mais ça peut nous déranger nous-mêmes. Il faudra donc faire attention où on les place. Voilà donc pour 6 pieds sous terre, vous l'aurez compris, un petit jeu politiquement incorrect. Alors attention à ne pas forcément le sortir avec tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont complètement allergiques au thème, qui est quand même, il faut le dire, un petit peu spécial. Par contre, c'est un excellent petit jeu d'enchères, de négociation, de bluff, voilà, qui permet de jouer avec de l'argent. Alors attention sur les enchères, ne vous enflammez pas trop, car effectivement, c'est celui qui aura le plus d'argent à la fin qui l'emportera. Et donc, il faut prévoir d'acheter par exemple ces cartes objets au minimum possible et faire aussi des échanges le plus fructueux possible pendant la partie. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.